Donc bonjour, donc chapitre sur la cinétique chimique, hein. Donc c'est une leçon de chimie, et dans cette leçon on va étudier le paramètre temps dans les réactions. Autrement dit, on va étudier les réactions rapides et lentes. Alors surtout les lentes, hein. Voilà ce qu'on va étudier. Bon, alors quelques rappels, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Je rappelle un peu les facteurs cinétiques. Alors les facteurs cinétiques, ce sont les paramètres qui permettent de faire varier la vitesse d'une réaction chimique, d'accélérer une réaction chimique, de telle sorte qu'elle soit plus rapide ou plus lente. Donc on en a vu deux, hein. La concentration des réactifs, hein. Si la concentration des réactifs est élevée, la réaction sera plus rapide. Et la température, hein. Si la température est élevée, la réaction est plus rapide. Alors, il y en a d'autres, alors c'est ces deux-là qu'on vous demande de savoir, mais il y a d'autres, en utilisant des solvants particuliers, la pression, dans certains cas, ça peut être un facteur cinétique, la lumière aussi, voilà, il y en a d'autres, hein. D'accord. Donc voilà, je les ai mis en rouge, ceux-là, qu'on connaît, voilà, et puis j'en ai mis d'autres. Voilà. Alors, sachant cela, donc du coup, quand on fait des réactions chimiques, si on veut diminuer la durée de la réaction, eh bien, on a intérêt à chauffer si la réaction est lente, on a intérêt à chauffer les réactifs, mais il ne faut pas les chauffer n'importe comment. Alors, on a vu ça dans la leçon synthèse. Il faut utiliser un dispositif particulier pour ne pas perdre les réactifs. Une fois qu'on les chauffe et ils vont s'évaporer, il faut utiliser le chauffage à reflux. D'accord, hein, voilà. Donc, le chauffage à reflux permet d'obtenir une température élevée, donc d'accélérer une réaction. A l'inverse, si on a une réaction qui est un peu dangereuse, on ne veut pas qu'elle s'emballe, ou on veut la stopper net, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on fait, on met de l'eau très froide dans le milieu réactionnel. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit dangereux, hein. On met, il ne faut pas qu'il y ait une réaction particulière avec l'eau, mais si c'est le cas, donc on met de l'eau très froide, donc avec des glaçons, et ça stoppe la réaction pour deux raisons. Eh bien parce que la température diminue brutalement, mais aussi, en fait, en mettant de l'eau et des glaçons, on dilue. Si on dilue, la concentration des réactifs diminue, hein. Donc, voilà. Donc ça, on appelle ça faire une trempe chimique, hein. Trempe chimique, hein. Ajout d'eau glacée. Voilà, alors maintenant, il y a un autre moyen. Alors c'est pas dans les facteurs cinétiques, mais bon, ça ressemble, hein. C'est quelque chose qui permet d'accélérer la réaction, ce sont les catalyseurs. Alors je décris une petite expérience là, donc avec l'eau oxygénée. Alors l'eau oxygénée, c'est H2O2, et les solutions d'eau oxygénée, c'est-à-dire un mélange de le soluté, c'est H2O2 qu'on met dans l'eau, ce n'est pas stable. Dans le temps, ça se décompose lentement, hein. Ça se décompose très lentement selon cette réaction-là. Voilà, cette réaction-là, hein, qui se forme O2 et H2O2. Alors, bon, on fait l'expérience, hein, on veut accélérer cette réaction-là. Alors, du coup, trois expériences. Alors, le premier, on va dire, c'est le tube témoin. Voilà, ça c'est le tube témoin. Et puis, dans les trois autres, eh bien, je mets des catalyseurs très différents. Le premier catalyseur que je mets, c'est Fe3+, ici. Le deuxième catalyseur, c'est une enzyme, la catalase, une enzyme du foie. On prend un petit morceau de foie, on le met dedans. Et ici, on met un petit fil de platine, hein, un petit fil de platine. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bon, bah là, rien, puisque cette réaction est lente. Et dans les trois autres tubes, ici, vous voyez, il y a O2. Hein, donc, c'est un gaz qui se dégage, c'est des bulles. Donc, dans le premier tube, il y a une petite bulle de temps en temps. Mais là, si on met les trois catalyseurs, donc il y a beaucoup de bulles qui se forment. Donc, ça veut dire que la réaction se fait bien. D'accord. Alors, je vais expliquer. Alors, il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est que le catalyseur, en fin de compte, il n'est pas consommé. Ça, c'est quand même étonnant. Donc, je vais l'expliquer parce que c'est simple à expliquer avec cette réaction-là, hein. Je vais expliquer pourquoi le catalyseur n'est pas consommé, et donc, du coup, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein, les catalyseurs, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la leçon synthèse, quand c'était de l'acide sulfurique, on mettait quelques gouttes parce qu'il n'y en a pas besoin, parce qu'il se régénère. Et ça, je vais l'expliquer. Ok, donc ça, je l'ai dit. Alors, donc, j'interprète cette réaction-là, mais en mettant des ions Fe3+. Alors, les ions Fe3+, au début, ils réagissent, bien sûr, hein, mais ils vont être régénérés. Donc, au début, ils réagissent, donc voilà, ils réagissent de la façon suivante. Fe3+, eh ben, il réagit sur une molécule d'H2O2 et ça donne tout ça. D'accord. Et ensuite, c'est cette espèce-là, hein, qui vient d'être formée. Ça, c'est une réaction rapide, par contre, hein. La réaction étudiée, celle-là, elle est très lente.
mais celle-là, elle est instantanée, d'accord? Et ces ions-là qui viennent de se former vont réagir sur une autre molécule de H2O2 qui a dans le milieu réactionnel. Voilà, donc il va y avoir une deuxième réaction rapide. Donc Fe2+, là, vous voyez, il réagit. Et ça va donner ici Fe3+, et H2O. Et ici, la première, ça va donner, vous voyez, O2 et H+, là. Donc ça, c'est les produits formés. Alors, donc, vous voyez, on a ici, alors ça, c'est deux réactions rapides. Alors, si je fais un bilan, hein, si je fais un bilan, ce produit est formé, mais il est consommé, d'accord? Donc du coup, je vais pouvoir le rayer, hein, si vous voulez. Hein, toutes les espèces qui sont à gauche de l'égalité, si elles sont aussi à droite à gauche de toutes les espèces qui sont d'un côté de la flèche et aussi de l'autre côté de la flèche, on peut les rayer. Donc du coup, je raye ces deux-là. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, vous voyez, H+ ici, deux H+ sont formés, mais ensuite ils sont consommés, je les raye. Voilà, et j'ai deux Fe3+, à gauche, deux Fe3+ à droite, je les raye. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 2 H2O plus O2 plus 2 H2O2. Donc là, je retrouve mon équation bilan du départ, hein, celle-là, mais sauf que celle-là, c'est une réaction lente, et celle-là, elle est le produit de deux réactions rapides, donc c'est une réaction rapide. D'accord. Alors, que voit-on, que remarque-t-on en plus? Eh bien, on voit qu'au début, le catalyseur a été consommé, mais vous voyez, à la fin, il est régénéré, hein, il est reformé. Il est reformé. Donc, du coup, on ne le met pas dans l'équation bilan. Il n'apparaît pas dans l'équation bilan, parce qu'il est régénéré. Okay, voilà, le catalyseur est toujours régénéré. Voilà, donc ça, on l'écrit. Voilà, donc ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, et ça, je l'ai dit. Alors, il y a plusieurs types de catalyse. Il y a trois types de catalyse. La catalyse homogène, hétérogène et enzymatique. Donc voilà, donc là, c'est assez simple. Hein. Alors, catalyse homogène. Le catalyseur et les réactifs, hein, et le milieu réactionnel sont dans la même phase. Hein. Les catalyseurs et le milieu réactionnel dans la même phase. Donc Fe3+ est en solution, ça c'est une solution, même phase. Donc catalyse homogène. Donc là, on utilise une enzyme catalyse enzymatique. Et donc là, quand on met un fil de platine, le platine c'est un solide. Tout ça, c'est dans une solution, donc ce n'est pas la même phase. Donc là, on va parler de catalyse hétérogène avec le platine. Voilà, donc ça, je l'ai mis ici. Voilà. Ok. Catalyseur enzymatique, voilà. Alors, donc une partie de l'étude, là, quand on étudie le paramètre temps dans les réactions chimiques, c'est de faire ce qu'on appelle un suivi cinétique. C'est-à-dire qu'on voudrait savoir, au cours du temps, l'évolution des concentrations des réactifs et des produits. D'accord, voilà ce qu'on voudrait savoir. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Voilà, j'ai pris un exemple, voilà, avec cette réaction-là. Alors ça, c'est une réaction lente. Voilà. Donc ça, c'est incolore, incolore, incolore. Et ça, I2, si c'est pas concentré, c'est orange, jaune. Et si c'est concentré, c'est brun. Hein, donc je le précise. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc ça c'est une réaction qui est très lente, et bien toutes les 30 secondes on va faire des mesures, et les mesures de quoi? On va faire des mesures d'absorbance. Hein. Donc à t égale 0, tout est incolore, puisqu'il ne s'est pas encore formé de I2, et puis I2 se forme progressivement, donc la solution elle va devenir jaune clair, jaune, jaune un peu plus foncé, orange, et puis brun. Et donc on mesure l'absorbance toutes les 30 secondes. Et on obtient cette courbe-là. Hein. Donc au début l'absorbance est nulle, puisque la solution est incolore, et puis voilà. Et puis à la fin, l'absorbance n'évolue plus, ça veut dire que la concentration à I2 n'évolue plus, donc ça veut dire que la réaction est terminée. Bon, mais ce qu'on voudrait connaître, nous, c'est la concentration en I2 en fonction du temps. C'est ça qu'on voudrait connaître, pas l'absorbance. D'accord ? Donc voilà comment on procède. Eh bien, on va appliquer la loi de Berlambert, hein, la relation entre l'absorbance et la concentration en soluté coloré, c'est-à-dire I2. Voilà. Et on isole I2. Alors, dans cette technique, il faut bien sûr qu'on connaisse la valeur de K, donc la valeur de K est connue. Voilà. Et si la valeur de K est connue, eh bien, comme on a les valeurs de A, on peut connaître toutes les valeurs de I2 et tracer la courbe I2. Voilà, donc la valeur de K est connue, voilà, donc et on fait le calcul, et on obtient cette fois-ci toutes les concentrations en I2. Voilà, on appelle ça faire un suivi cinétique, comme ça on a la concentration en fonction du temps. Alors, une fois qu'on a ce graphe, on va l'exploiter un petit peu. Ce qu'on veut savoir, par exemple, c'est la durée de la réaction. Quelle est la durée de la réaction?
Eh bien, la durée de la réaction, eh bien, c'est que quand la concentration en I2 en produit formé n'évolue plus, donc elle n'évolue plus à partir d'ici ou d'ici, bon à peu près ici on va dire, donc la durée de la réaction c'est en gros 650 secondes. Hein. Donc c'est cette, voilà. Attendez. Oui. Voilà, hein, c'est ça, 650 secondes, PF. Mais vous voyez, le petit problème, c'est que c'est pas très précis, quoi. On ne sait pas s'il faut s'arrêter là, c'est pas très très précis. Donc, comme durée, hein, pour caractériser la réaction, les chimistes, ils n'ont pas pris cette durée-là, parce que c'est pas précis. Ils ont pris une autre durée qui s'appelle le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, c'est pas la moitié de ce temps-là, parce que la moitié de ce temps-là, ça serait pas précis, puisque ce temps-là n'est pas précis. C'est une autre définition qu'on va voir. Le temps de demi-réaction, alors je l'ai mis en rouge, parce que souvent à partir de graphes, on vous demande de déterminer le temps de demi-réaction. Alors voilà comment on fait. Donc on prend la valeur, la valeur maximale. Alors ça aurait pu être, là c'est la concentration, mais ça aurait pu être l'absorbance, la pression. On prend la valeur maximale. Cette valeur maximale, on la divise par 2. Donc on tombe ici. D'accord? Ici. Et on lit le temps correspondant. Vous voyez, et là c'est bien précis, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien précis. Et ce temps, on appelle ça le temps de demi-réaction, et on le note T1,5. D'accord? Alors ce temps, cette valeur-là, comment on peut la nommer? Eh bien c'est la concentration à la date T1,5. Hein? Donc c'est I2 entre crochets à la date T1,5. Et cette valeur de concentration, eh ben, c'est la valeur de la concentration maximale divisée par 2. Donc, on peut l'écrire comme ça. Hein, voilà. Hein, la concentration à la date T1,5, eh bien, cette concentration-là, ici, cette valeur-là, eh bien, c'est égal à la valeur maximale divisée par 2. Voilà. Donc ça, ok, ça je l'ai dit, alors, petite remarque. Comment évolue le T1,5 si on chauffe. Hein, c'est ça, ouais. Donc quand la température augmente, voilà, quand la température augmente, comment va évoluer le T1,5? Alors déjà, comment il va évoluer la courbe? Donc là, on a fait cette réaction-là. Je refais la même réaction, donc mettons que ça soit à 20 degrés, cette réaction-là. Je refais la même réaction, mais à 30 degrés, 35 degrés. Donc je ne vais pas voir la même courbe. Quelle va être cette courbe? Facteur cinétique, si la température augmente, la vitesse de réaction augmente, la durée de la réaction diminue. Donc l'asymptote horizontale n'est pas atteinte à cette date-là, mais plutôt à cette date-là. Hein. Donc on va obtenir quelque chose comme ça. Tac et tac. Hein, quelque chose comme ça. Voilà. Et quelle est... donc du coup, vous voyez, on trouve une durée de réaction plus courte, 300, hein, au lieu de 650. Mais le T1,5 aussi, il va être plus court. Voilà, c'est cohérent, hein, le T1,5. Donc le T1,5 vaut combien? Bon, je me place à la moitié, je me place ici. Le T1,5, il vaut ça. D'accord? Donc le T1,5 diminue. Donc quand la température augmente, le T1,5 diminue, c'est logique. Voilà. Alors maintenant, si on peut faire l'inverse, raisonnement inverse, si on fait la même réaction mais à 10 degrés, eh bien là, la durée de la réaction va augmenter, l'asymptote horizontale sera rejointe ici, donc la courbe, elle va évoluer comme ça, tac, 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 et on atteint l'asymptote horizontale ici. Voilà, que vaut le T1,5? Eh bien je me place ici je prends le maximum, je divise par 2, et je lis l'abscisse correspondant, et donc voilà, le T1,5 est ici. Voilà. Alors, depuis le début de la leçon, là on parle, puis même depuis le début de l'année, on dit la réaction est accélérée, la réaction ralentit, la vitesse augmente, voilà. Mais c'est pas concret. Voilà, il nous faut des nombres. Donc du coup, ça se calcule, les vitesses. Alors il va y avoir deux types de vitesses, vitesse de disparition d'un réactif et vitesse de formation d'un produit. Alors c'est des vitesses volumiques, hein, parce que ça sera des moles par litre. Alors vitesse volumique de disparition d'un réactif et vitesse volumique de formation d'un produit. Alors je dirais pas toujours volumique. Hein. Alors comment c'est défini? Alors donc voilà, donc là on a la même courbe que tout à l'heure, hein, la formation de I2. Eh bien la vitesse volumique de formation de I2, ça correspond à un taux d'accroissement en fait, hein, le taux d'accroissement entre M1 et M2. Donc là je veux connaître hein, la vitesse ici, je veux connaître la vitesse ici, etc. Je veux connaître la vitesse à chaque instant, qui va varier. Donc la vitesse au point M1. Et bien du coup je vais faire un taux d'accroissement avec deux points très proches. Donc ça va être donc taux d'accroissement, je vous rappelle, hein, variation des ordonnées divisé par variation des abscisses. Donc du coup ça va être I2
à la date T2 moins I2 à la date I1 divisé par T2 moins T1. D'accord. Voilà. Et T2 est très proche de T1. D'accord. Donc taux d'accroissement. Cette relation, voilà, donc là j'ai une variation, ici j'ai une variation, donc je peux écrire delta, hein, delta de concentration de I2 sur delta T, hein, quand delta T tend vers 0, hein, puisque T2 tend vers T1, donc delta T tend vers 0. Et si delta T tend vers 0, je peux mettre dt, et ici je peux mettre un petit d. Donc en fait je me rends compte que la vitesse de formation de I2, eh bien ça correspond à une dérivée, hein, c'est la dérivée de la concentration de I2 en fonction du temps. D'accord. Alors, c'est très expérimental la cinétique chimique, donc ces courbes-là, en général, on les aura expérimentalement. On n'aura pas la fonction, en fait. Hein. Donc pour trouver les vitesses, on ne pourra pas dériver comme en maths, on aura des fonctions. Et pourtant, on veut connaître la vitesse ici, la vitesse ici et la vitesse ici. Donc du coup, souvent, on utilise une autre technique, on utilise l'interprétation géométrique de la dérivée. Donc je vous rappelle l'interprétation géométrique de la dérivée, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Et c'est ça qu'on va utiliser souvent pour déterminer les vitesses de réaction. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Voilà, V c'est la dérivée, interprétation géométrique, voilà. Ok. Et du coup on va faire un exemple. Voilà, exemple. Donc je l'ai mis en rouge parce que voilà, au bac c'est classique. On a cette courbe, voilà, et on vous demande la valeur de la vitesse de formation I2 à la date 200. Voilà. Donc, on trace la tangente. Voilà, on met la définition, voilà. Et du coup, on trace la tangente et on calcule le coefficient directeur de la tangente. Donc, on prend deux points. Bon, alors deux points, on essaie de prendre deux points faciles à lire. Bon, alors moi j'ai pris ces deux-là, voilà, ces deux points-là, et on calcule. Donc, variation des ordonnées, donc ça, moins cette valeur-là, hein, au numérateur, voilà, tac, tac, divisé par cette date-là, donc 450 moins 0, moins 0. Voilà. Alors, on trouve ça. Alors, quelle est l'unité? Eh bien, c'est l'unité de ça divisé par l'unité de ça. Donc, c'est des moles par litre par seconde. Alors, on peut écrire ça, mol L-1, SS-1. D'accord. Voilà. Alors, deux remarques. Si ici on avait eu des minutes à la place des secondes, hein, oui, alors, donc, comment j'ai su que c'était des secondes, hein, parce que c'était écrit ici, hein, si ici on avait eu des minutes, eh bien on aurait mis minute moins 1, hein, c'est pas forcément des secondes, hein, c'est l'unité qu'il y a sur le graphe. Okay. Première chose, alors maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je peux dire que c'est des moles par litre par seconde. Donc ça veut dire que toutes les secondes, la concentration dans la solution augmente de 1,94 10-6 mol par litre. Hein. Voilà, en gros, 10-6 c'est des micros, 2 micromoles par litre. Toutes les secondes, la concentration dans la solution en I2 augmente de 2 micromoles par litre. C'est ça que ça veut dire. Voilà, alors ça c'est la première chose petite remarque, autre remarque. Donc vous voyez, si j'avais calculé ici, vous voyez, la pente, le coefficient directeur aurait été beaucoup plus fort. Donc j'aurais trouvé une plus grande valeur. Si j'avais calculé à la fin, vous voyez, la tangente est horizontale, donc la pente est nulle, le coefficient directeur est nul, donc la vitesse est nulle. Donc là, si la vitesse est nulle, ça veut dire que la réaction est terminée. Donc on peut dire qu'au début, la vitesse est rapide, voilà, parce qu'on a une pente très forte, et puis au fur et à mesure, la vitesse diminue, et s'annule. Et quand la vitesse est nulle, eh bien, la réaction est terminée. Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, voilà, ça c'est la valeur de la vitesse, hein, c'est un mol par litre par seconde, mais parfois on n'a pas cette courbe-là. On a par exemple l'absorbance, on a cette courbe-là. Et là, il faut quand même trouver la valeur de V. Alors comment on fait? Alors, on parle de la définition, voilà, et ensuite on essaie de faire un lien entre I2 et ça. Et ce lien, c'est la loi de Berge-Lambert, hein, que j'écris comme ça. Alors donc c'est A égale K fois T, donc I2 égale A sur K, hein, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Et donc du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais dériver I2, hein, pour avoir ça ici. Donc, donc je transforme un petit peu ça pour que ce soit plus simple. Bon, voilà. Donc A sur K, je peux dire que c'est 1 sur K fois. Donc maintenant je dérive. Alors, la dérivée de ça, donc c'est la dérivée de tout ça. Mais ça c'est une constante, donc je ne vais pas le dériver, et je vais multiplier par la dérivée de ça. Voilà. Donc du coup, la vitesse, je peux l'écrire comme ça, mais la vitesse, je peux aussi l'écrire comme ça.
l'ai pas mis en rouge, hein, c'est pas savoir, mais c'est des. Alors j'ai mis remarque en rouge parce que dans des exercices, on peut vous demander ça. Et donc du coup, donc mon K c'est donné, hein, et pour trouver cette valeur-là, eh bien je trace la tangente, alors si c'est en 200, hein, comme tout à l'heure, je trace la tangente au point 200, voilà, tac, je calcule le coefficient directeur de la tangente ici, et ça me donne la valeur de dA sur dt. Voilà. Et je multiplie par 1 sur k, et je trouve la même vitesse qu'avant. Voilà comment on fait. Bon, alors maintenant, il y a une autre définition. Alors, il y a la définition de la vitesse volumique de formation d'un produit, et il y a une définition pour la vitesse volumique de disparition des réactifs. Alors, c'est pas la même définition. Alors, pourquoi c'est pas la même définition? Alors, regardez. Donc, un réactif, forcément, sa concentration diminue. Mais voyez, si je trace la tangente, là, le coefficient directeur, il va être négatif. Donc, je vais avoir une valeur négative. Et pour éviter d'avoir une valeur de vitesse négative, ben dans la définition, on met un signe moins. Donc je vous montre la définition. Donc voilà, donc c'est exactement la même définition c'est comme tout à l'heure, voilà. Sauf qu'au lieu de mettre produit, on met réactif, mais il y a un signe moins. Pourquoi? Ben parce que le taux d'accroissement, là, ce petit taux d'accroissement, la dérivée est négative. Et bon, par ça fait plus. Comme ça, on a une vitesse positive. D'accord? Donc sinon le principe est le même, on trace la tangente à la courbe, qui est négative, hein, d'accord, hein, on trace la tangente à la courbe, on cherche le coefficient directeur qui va être négatif, et comme on le multiplie par moins 1, ça fait plus. Hein. La technique c'est la même. Mais c'est pour ça qu'il y a deux définitions différentes. Hein. Il faut connaître les deux. Hein. Voilà, on va laisser en bouche. Hein. Il faut connaître les deux. Voilà, coefficient directeur négatif, je l'ai dit. Alors, maintenant on va s'intéresser à... Donc on s'intéresse aux réactions lentes. Voilà. Mais on va s'intéresser à certaines réactions lentes. Des réactions dites réactions d'ordre 1 ou cinétiques d'ordre 1 ou des réactions qui suivent une loi de vitesse d'ordre 1. Pourquoi on s'intéresse à un certain type de réaction? Parce qu'elles sont simples à étudier. Alors je vais vous donner deux, c'est pas à savoir, mais je vais vous donner deux exemples. Donc c'est des réactions, ben voilà, par exemple je vais donner un exemple, ce genre de réaction, où on a un seul réactif, là vous voyez, hein, on a un seul réactif qui se décompose, ça c'est une réaction d'ordre 1. Alors, d'autres réactions aussi, où on a deux réactifs, hein, mais il y a un des réactifs qui est en large excès par rapport à l'autre. Par exemple, si le réactif c'est le solvant, c'est l'eau, voilà, ça fait assez souvent des réactions d'ordre 1, hein, quand l'eau réagit sur un autre réactif. Ça fait souvent des réactions d'ordre 1. Alors, ce que les chimistes cherchent à déterminer quand ils étudient des réactions d'une façon générale, des réactions lentes, c'est le lien qu'il y a entre la concentration des réactifs et la vitesse. Hein. Ils cherchent à trouver un lien mathématique entre les deux. Alors, ce lien, bon, on peut le trouver qualitativement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si la concentration des réactifs est élevée, hein, eh bien, les réactifs vont bien se rencontrer, la probabilité de choc va bien se rencontrer, la réaction va bien se faire, et donc la vitesse va être élevée. A l'inverse, si les réactifs sont très peu concentrés, eh bien, la probabilité de rencontre entre les réactifs va être faible, et donc du coup la vitesse va être faible. Donc, quelles que soient les réactions lentes, ce qu'on peut dire, c'est que si la concentration est élevée, la vitesse est élevée, quelles que soient les réactions. Mais les réactions d'ordre 1, le lien, il est le plus simple possible. Et le lien le plus simple possible, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que la vitesse et la concentration des réactifs sont proportionnelles. Et donc voilà la définition d'une réaction d'ordre 1. Une réaction est d'ordre 1 si la vitesse de disparition du réactif en défaut, est proportionnelle à la concentration de ce réactif. Et A, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est ça la définition d'une réaction d'ordre 1. Alors une réaction d'ordre 2, par exemple, on aurait eu un lien pareil, hein, c'est-à-dire que si R augmente, V augmente, mais par exemple on aurait eu un carré ici, hein, R carré, donc ça aurait été une réaction d'ordre 2. Ou par exemple si on a une réaction avec deux réactifs, eh bien la vitesse, eh bien on aurait pu l'écrire A fois concentration de réactif R1 fois concentration de réactif R2. Et donc ça c'est plus difficile à étudier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on étudie les réactions les plus simples. Alors certaines réactions, voilà, c'est les plus simples. Bon, alors donc la phrase correspondante, hein, c'est ça, hein, donc ça c'est ce que j'ai dit, hein, donc proportionnalité entre la vitesse volumique
et la concentration. Voilà, c'est équivalent. Bon, alors, si on a une réaction d'ordre 1, alors à ce moment-là, l'évolution de la concentration des réactifs en fonction du temps, c'est très facile de connaître l'évolution dans le temps. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est très facile. Alors, donc je pars de ça. Mais j'ai une définition pour la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Hein, c'est moins d de concentration de R sur dt. Voilà, c'est ça. Et donc ça, V de R, hein, ça, je le mets ici. D'accord. Donc j'ai ça. Donc je me retrouve avec cette égalité-là. Et cette égalité-là, regardons de quoi elle est constituée. Elle est constituée d'une constante, A. R, ça varie, hein, c'est une fonction. Hein, voilà, R diminue en fonction du temps, c'est une fonction. Et là, je reconnais la dérivée de la fonction inconnue. Et donc ça porte un nom, hein, on l'a vu la semaine dernière avec le condensateur, c'est une équation différentielle. D'accord. Donc là, on a une équation différentielle, et c'est le même type d'équation différentielle que pour le condensateur, donc la solution, c'est la même. C'est une exponentielle. C'est une exponentielle décroissante. Donc toutes les réactions d'ordre 1, les concentrations des réactifs, décroît exponentiellement. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des réactions d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Voilà, donc la concentration H2O2 diminue au cours de temps, et bien ça c'est une exponentielle décroissante. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, souvent je vous ai dit, hein, la cinétique chimique c'est très expérimental parce que, voilà, on n'a pas les fonctions en général. Donc on fait des mesures et à partir de ces mesures on fait des graphes. Alors voilà, on fait un suivi cinétique. Donc on a la concentration en fonction du temps. Et ce qu'on fait, on trace un graphe, ce graphe-là. V de R en fonction de R. Donc voilà, donc on dispose de plein de valeurs de R et on calcule expérimentalement avec les tangentes là, on calcule expérimentalement plein de vitesses de réaction. Et on imagine qu'on a ce graphe-là. Et la question est, si on a ce graphe-là, eh bien la réaction étudiée est-elle une réaction d'ordre 1? La réponse est bien sûr oui, mais il faut l'expliquer. Alors pourquoi c'est d'ordre 1? Parce que la relation mathématique correspondant à cette fonction-là, c'est V égale A fois R. Et par définition, c'est une réaction d'ordre 1. Alors simplement, il faut le rédiger correctement. Hein, il faut dire comme d'habitude, quand on a une fonction linéaire, il faut dire le graphe est une droite qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire, donc V et R sont proportionnels, donc V est égal à A fois R. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc V de R est égal à A fois R avec égale constante. Et ça, c'est la définition qu'on vient de voir. C'est la définition d'une réaction d'ordre 1. Voilà. Voilà comment on peut faire. Donc si on a une fonction linéaire, dans ce cas-là, on a une réaction d'ordre 1. Alors, dernier point. Je reviens sur le facteur cinétique. Le facteur cinétique, pas température, mais concentration des réactifs. Alors, on peut, à partir des graphes que l'on a obtenus, eh bien expliquer ce facteur cinétique. Alors, j'ai mis en rouge parce qu'on vous le demande. C'est-à-dire que, voilà, on a ce graphe, et la question c'est, à partir de ce graphe, expliquer le facteur cinétique concentration des réactifs. Alors, je rappelle ce facteur cinétique. Si la concentration des réactifs est grande, la vitesse de réaction est grande. Hein, c'est ça. La réaction se fait rapidement. Donc, il faut expliquer ça. Donc, du coup, on a le paramètre concentration et le paramètre vitesse. Donc là, je vais parler du paramètre vitesse d'abord. Donc la vitesse, là, il s'agit de la vitesse de disparition de H2O2. Je mets sa définition. Donc c'est un réactif. Donc moins D de concentration de H2O2 sur dt. Voilà. Alors je vous rappelle que ceci correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc ça, il faudra rédiger comme ça. Hein, voilà. Donc, autrement dit, la vitesse, la valeur de la vitesse correspond à la valeur de la pente. Hein. Si j'ai une pente forte, je vais avoir une vitesse élevée. Si j'ai une pente moyenne, une vitesse moyenne. Et si j'ai une pente nulle, la vitesse sera nulle. D'accord ? Donc V représente la pente de la tangente. Alors maintenant, regardons le graphe. Donc on voit qu'ici, les tangentes, au début, elles ont une pente forte. Donc, si la pente est forte, eh bien, ça veut dire que la vitesse est élevée. Hein. Donc ça, c'est au début de la courbe. On l'écrit. La pente est forte au début, hein, donc la vitesse est élevée.
à la fin de la réaction, la pente est nulle, donc la vitesse est nulle. On l'écrit. Voilà. Donc là, j'ai parlé du paramètre vitesse. Maintenant, je parle du paramètre concentration. Je regarde ma courbe. Eh bien, je vois qu'au début de la réaction, la concentration est élevée. Voilà. Je constate, je l'écris. Je vois qu'à la fin de la réaction, la concentration est nulle. Je l'écris. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je peux faire mon lien. Hein. Je peux faire le lien pour trouver le facteur cinétique concentration des réactifs. C'est-à-dire qu'au début de la réaction, on a dit que la vitesse était élevée, et qu'au début de la réaction, la concentration des réactifs était élevée. C'est bien ça, la concentration ce facteur cinétique. D'accord ? Voilà, donc on écrit, donc ce graphe illustre le facteur cinétique concentration, et voilà, et on écrit ce facteur cinétique. Hein. La vitesse de réaction est grande si la concentration des réactifs est élevée, on l'a expliqué ici. Je crois que oui, c'est fini. Voilà, cette leçon est finie.